sur le fleuve qui afflue dans les fleurs. Un des chapitres, le début d'un chapitre, des ombres errantes de Pascal Quignard. Les fleurs ne vivent qu'à l'année. Dans les hommes monte une sève qui passe les saisons. C'est le passé qui porte de l'amour vers la balle. Les fleurs sont sans passé, elles sont même sans saison. Leur sève est la sève. Elles puisent au jadis en acte. La sève qui monte, qui accroît, qui pulse dans les plantes et les hommes, et le temps qui concerne le temps. Le temps comme premier, le primum tempus. Le temps comme première fois, le temps comme dernière fois. Le temps comme mélancolie, comme mortel, n'existe que pour les sociétés humaines. Le jadis, la poussée, le geste instinctuel, fuir, bondir, voler, les animaux sont, sans qu'ils aient à le connaître. Il y a sur toute face animale quelque chose d'âgé, un air de jadis. Le temps comme printemps, les hommes l'ont inventé. Le printemps sur les jeunes filles et sur les jeunes garçons, comme beauté, les hommes l'ont inventé. Depuis que demain existe, un passage de corps suspendu de Jean-Claude Boiry aux éditions Kazakh. Si l'on veut prendre la mer, il faut avoir le désir de l'horizon. L'horizon, cette limite qui n'en est pas une, qui s'éloigne quand on l'approche. Afin de m'y retrouver, je tiens une carte topographique bien précise. Tous les 3000, je matérialise ma ligne de fuite, je calcule ma latitude et je marque le lieu exact où je me trouve par un rond noir. Cette carte ressemble beaucoup à une page de portée musicale et comme je connais la musique, il m'arrive de chanter ma topographie. Il y a des siècles que je navigue comme ça. J'ai dû amarrer un second bateau au mien pour y entasser les cartes, et je les oublie. Il y a bien quelques airs qui reviennent avec récurrence, car à force de tourner, je suis souvent passé par les mêmes endroits. Il y a longtemps que je mange toujours la même chose et que je bois de l'eau salée, mais tout cela importe peu, l'essentiel, c'est l'horizon. Et un jour, ma ligne de fuite a été coupée par un bateau, un autre bateau. Je l'ai représenté sur ma carte. Il ressemblait fort à un bémol. Des heures durant, j'ai dû le représenter, jusqu'à ce qu'il s'approche enfin. Nous avons manœuvré pour stopper nos navires. Les bateaux, une fois côte à côte, et stabilisés. Une carte à la main, le marin s'est mis à dire des propos dans un ton interrogatif. J'ai fait signe que je ne comprenais pas. Il m'a tendu sa carte, très belle, pleine de couleurs et de formes différentes. Mais je ne comprenais pas son sens. Alors j'ai pris ma carte en main et je l'ai chantée. En la lisant, il a haussé les épaules en signe d'incompréhension. Nous ne parlions pas le même langage. Gardant chacun la carte de l'autre, nous sommes repartis après quelques nouvelles tentatives. Un passage de Rougefort, un livre, un texte, signé Nicolas Ritédion, publié chez Plulinette. Par la ruelle Boissière, descente du boulevard Gabriel Péri, devenant allée des Acacias. Allée, rue, venelle, chemin, sentier, sente, descente, cela vers Cuvette. Toute l'après-midi, la vaste zone,
sorte de cuvette du Fourmilion où se construit la nouvelle route cernée d'habitations, que ce soit des tours ou des pavillons étagés, chacun ayant pignon sur rue, sa part du paysage, que contourne un bras d'autoroute, sans oublier le cimetière, ainsi que le chemin menant au coin des caravanes sans roue. Incursion dans ce grand débarras. Une voiture échouée en terre, près du bitume encore frais, neuf, sans ses brûlures de pneus dérapants. Encore qu'il soit davantage question d'une aire, lande, terrain à broussailles, grimpante, quelques potagers et arbres, surtout des plantes vivaces, rudérales et autres bourses. Quand le pied ne foule pas la terre désolée, asséchée ou simplement pas remuée, une croûte formée d'anciennes traces de tracteurs ou gros camions. De sorte que sont relégués à la lisière tout autour de cet espace, comme une dernière écume au vent devenant mousse putride, ces amas de ferraille, détritus, produits ménagers, et tout ce qui peut passer allant du radiateur au frigo, de la conserve au canapé ou du rideau à la chemise trouée. Derrière une dune, petite élévation tout en long, repérer tout un chemin servant de dépotoir, c'est ici la fin de vie pour quelques voitures. Ou juste ce dépôt, puisque ça tourne, que la voiture brûlera bientôt, que d'autres carcasses viendront, certaines parties disparaissantes, désossées, réutilisées dans cette longue chaîne de la casse. Le terrain a traîné, fureté, et même pas mal profité, reprendre la voiture, se diriger vers le plateau des hauteurs. Une petite partie d'une liste de certaines horreurs élémentaires sous-jacentes, utilisées avec efficacité dans la fiction surnaturelle. Incluses dans le carnet de 1933 de Lovecraft, traduites et éditées par François Bon pour Tiers Libre Éditeur. Les pouvoirs des ténèbres, de forces cosmiques étrangères, assiègent ou s'emparent d'un édifice sacré. Des mots hideux qui s'attachent à quelqu'un et après sa mort à des objets lui ayant appartenu par le péché, l'incantation, etc. Hideux sacrifices commis en pratiquant des rites païens d'autrefois, représailles des fantômes. Des changements dans un tableau en fonction d'événements présents, contemporains ou passés, dans la scène qui les décrit. Un sorcier diabolique utilise la métempsychose pour survivre dans des formes animales et accomplir sa vengeance. Une chambre hantée dans une maison, parfois c'est le cas, parfois non. Un sorcier se dote d'un compagnon infernal en traversant une étrange région d'horreur. Cette chose qui vous poursuit a surgi de sa tombe à cause d'une incantation non pertinente. Un sifflement émis par une flûte déterrée dans un site d'une antiquité incommensurable provoque la présence confuse et malsaine des abysses. Un gardien surnaturel monstrueux veille sur un trésor ou un livre caché dans d'anciennes ruines. Un mort surgit de sa tombe pour se retourner sur son meurtrier et le punir, etc. Un passage de Marâtre Patrie de Mialis Canas, je ne suis pas sûre de la prononciation, traduit du grec par Michel Volkovitch pour les éditions Publinet. Quand on a su qu'il arrivait tout le temps des maquisards à Scoder, elle a tout fait pour les rencontrer. Camarade par-ci, camarade par-là,
Elle allait les trouver dans un vieux bâtiment au bout de la ville. Beaucoup de femmes s'y étaient rassemblées. Les unes retrouvaient quelqu'un, les autres, comme elle, interrogées. À chaque homme, elle donnait le nom du sien. C'est qui, pourquoi, lui demandait un petit jeune. Il est de mon village, sa famille s'inquiète, ils ne reçoivent pas de lettres. Il a été tué, à Florina, et il a juste eu le temps de la retenir dans sa chute. De retour dans la caserne où nous logions, elle s'est assise devant la grande porte en bois, sur une butte pleine d'orties. Elle en a coupé une et s'en frappait les bras, ses yeux des fontaines. 2 Macédoniennes l'ont vue, l'ont traînée jusque chez elle. On a fait du café, d'autres les ont rejointes dans la chambre. Chacune avait 2 morts, 3 morts. Elle s'est calmée. Elle est rentrée le soir chez nous, enfin chez nous, une grande pièce avec une cheminée où vivaient 2 ou 3 familles. Les femmes se sont mises à crier. J'ai eu peur. L'autre jour, j'ai revu sa photo. Il est assis sur une chaise, l'arme sur ses genoux. Les cartouchières en croix sur la poitrine. Le visage flou, après les retouches du photographe qui a fait l'agrandissement. Il insistait pour lui mettre une moustache, paraît-il. On ne l'a pas laissé faire. Il paraît jeune, mais plus vieux que ses 18 ans. Le calot couvrant le front. Un passage de l'article 353 du Code pénal, des temps qui viennent. Mais il n'a rien dit, Erwan, se mettant à marcher de cette démarche fuyante d'adolescent qui ne sait pas quoi faire de son corps, et les mains dans les poches comme pour dire qu'il était calme, ou peut-être insensible, ou peut-être au contraire pour masquer la violence et ses nerfs tendus, les poings sûrement serrés en attendant qu'elle soit plus grand que les autres. Vu qu'Erwan, j'ai compris depuis, tout ça, ça l'habitait bien plus que moi. Quoi, qu'est-ce qu'il habitait plus que vous? La lutte des classes, j'ai dit. Et pour la première fois depuis que j'étais entrée là, dans ce bureau face au juge, j'ai souri. Ce n'est pas faute de lui avoir menti à Erwan, d'avoir essayé de lui mentir pour son bien, pour notre bien à tous, pour la paix sociale. Vous comprenez? Je lui ai dit que tout s'arrangerait bientôt, là, sur le chemin pluvieux qui nous ramenait chez moi. Je lui ai dit qu'on avait beaucoup parlé avec la Zenec, que bientôt, il y avait beaucoup de choses qui allaient changer. Tandis qu'au plus profond de moi, je sentais qu'aussi bien, j'aurais pu commencer par la seule phrase déjà conclusive qui méritait d'être dite. Quelque chose comme « Voilà, ton père est un crétin. Ton père s'est fait avoir sur toute la ligne, et maintenant il se couche, et il rampe. Et toi, tu es son fils, et tu le regardes tomber. » Et de seulement m'imaginer dire cela à mon fils, j'avais l'impression de m'alléger de tout le poids qui me pesait depuis tant d'années, comme si je rêvais de descendre une longue série de marches vers le vide, et qu'au fond de ce vide, il y avait peut-être une sortie souterraine, une lumière qui allait émerger du fin fond d'une cave où je déposerais une à une toutes les âmes depuis si longtemps maintenues en surface de ma peau cuirassée. Mais bien sûr, je n'ai rien dit. Nous avons seulement marché comme ça, dans le silence humide.